Donc on va poursuivre sur l'avenir avec une nouvelle page en lien avec ce que vous avez évoqué, à savoir donc le rôle du droit de propriété qui finalement au travers du droit des baux est appréhendé dans sa valeur fonctionnelle. Et nous allons tout de suite avec Madame Pinchot, donc le professeur Pinchot, qui est donc professeur au CNAM de Paris, évoquer la question des triturations au pluriel du droit de propriété comme une possible réponse à la question du marché locatif privé. Donc, ce qui va nous amener de nouveau à évoquer l'évolution du droit de propriété, donc deuxième valeur fondamentale. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je profite tout d'abord de la parole que vous me donnez pour vous remercier de m'avoir invité à cette très très belle journée. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir si l'équilibre à réinventer dans les rapports d'occupation d'un immeuble, est-ce qu'il peut passer cet équilibre par un démantèlement du droit de propriété. Autrement dit, peut-on triturer le droit de propriété pour proposer de manière prospective d'autres montages que les rapports locatifs pour l'occupation d'un immeuble? Alors assurément oui, sinon je ne serai évidemment pas devant vous. Et pour ce faire, je vais vous proposer de renverser la table et d'imaginer une hétérotopie, selon les mots de Michel Foucault, autrement dit un monde utopique où régneraient seuls, j'ose dire en maître, les droits réels. Alors, quels seraient les avantages et les inconvénients de n'avoir à notre disposition que des droits réels? Alors, commençons évidemment par le meilleur, les avantages. Ce serait d'abord une responsabilisation de chaque titulaire à l'égard d'un exercice durable, d'un exercice raisonné, de leurs droits et bien évidemment de leurs décisions. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas épuiser trop rapidement les ressources, pour ne pas en quelque sorte tuer la poule aux œufs d'or, pour la simple et bonne raison que, en matière de droits réels, on s'inscrit dans la durée. Et donc, on l'a déjà souligné ce matin, Bastien Brignon l'a souligné à l'instant, il faut que les titulaires de droits réels, s'ils veulent durer et s'ils veulent faire durer le bien, doivent avoir des intérêts concordants. Ils doivent donc regarder ensemble dans la même direction, et cette convergence d'intérêts s'explique pourquoi? Tout simplement parce qu'ils cherchent à valoriser leur capital par l'exercice durable de droits plus étendus, et on parlait une fois encore ce matin comme cet après-midi de la lutte contre la vacance. Et finalement, l'exercice de droits réels est peut-être un moyen de lutter contre la vacance et d'optimiser le bien, les droits que l'on tire d'un bien. Et pourquoi pas, les droits réels peuvent également nous permettre dans certains cas de viser la transmissibilité des biens sur plusieurs générations, ce qui est évidemment toujours intéressant dans une optique d'analyse économique du droit. Alors bien évidemment, à l'opposé des avantages, il y a des inconvénients. Alors je ne reviendrai pas sur la crainte du retour à la féodalité, j'écarterai ça évidemment d'un revers de main. En 2026, ce n'est plus raisonnable d'y penser. En réalité, l'inconvénient majeur, paradoxalement, il est économique. On le sait, pour finalement accéder à la propriété, je parle dans son sens le plus vaste de ce terme, à la propriété d'un droit réel, généralement l'usage est de libérer un capital en une seule fois, et on le sait bien, la plupart des ménages, en tout cas une grande majorité des ménages, n'ont pas le capital nécessaire pour pouvoir acquérir un droit réel. Si bien que, alors, dans un monde un peu moins utopique et un peu plus réel, sans mauvais jeu de mots, il faut bien considérer qu'en réalité, ces solutions-là ne peuvent être que des solutions de complément qui viendraient finalement s'ajouter aux solutions locatives telles qu'on a pu les voir ce matin. Alors, l'enjeu de proposer de telles formules de droit réel suppose tout de même que l'on abandonne la conception classique du droit de propriété, c'est-à-dire la conception qui consiste à considérer le droit de propriété comme étant le bras armé de la liberté individuelle, en ce que la propriété est exclusive et individuelle, parce que dans ce cas-là, on postule des intérêts séparés entre titulaires de droits réels. En réalité, encore une fois, je m'inscris dans l'idée selon laquelle, une doctrine un peu plus moderne, selon laquelle il faut en réalité qu'il y ait une collaboration entre titulaires de droits réels, tout simplement, encore une fois, pour valoriser les biens sur le long terme.
Alors, est-ce que c'est possible en 2026 de considérer qu'il puisse y avoir une collaboration accrue entre titulaires de droits réels à propos d'un même bien? Je crois que oui, parce qu'il ne vous a pas échappé que depuis 15 ans, nous vivons en réalité, en analyse cette fois-ci sociologique du droit, nous vivons une mutation de notre société, puisque nous avons vu l'émergence puis l'enracinement des pratiques circulaires et collaboratives. À propos de l'exercice et l'usage des biens, et ces pratiques circulaires et collaboratives ont préparé les esprits, à mon sens, à ces nouveaux rapports, générant de manière réelle un intérêt collectif, un intérêt communautaire qui dépasse les simples intérêts personnels de chaque titulaire de ces droits réels. À titre d'exemple, vous avez un jardin partagé, vous vous inscrivez sur une plateforme, et en réalité, pourquoi est-ce que vous cherchez l'intérêt communautaire? Tout simplement parce que vous êtes noté. Et ce faisant, vous êtes noté, et donc du coup, vous ne pouvez espérer finalement retrouver un autre usage à l'avenir que si vous vous êtes bien comporté, autrement dit que si vous avez respecté l'intérêt personnel de l'autre titulaire de droit, et donc vous êtes inscrit en fait dans un mouvement collectif qui vous permet ainsi d'être bien noté et de pouvoir à nouveau utiliser d'autres biens, d'autres usages. Alors, de manière réelle, quelles formules peuvent être proposées? Je crois qu'on peut distinguer deux catégories de formules. D'une part, des formules qui triturent en démembrant le droit de propriété, et d'autre part, des formules qui triturent en démantelant le droit de propriété, avec deux éléments à garder en tête: s'inscrire dans le temps long, d'une part, et d'autre part, évidemment, collaborer les uns les autres. Alors, on collabore tout d'abord par démembrement, avec des formules évidemment classiques, sous cette réserve que je me garderai bien de vous parler des baux réels, puisqu'il va y avoir deux interventions après moi qui vont en parler, et donc du coup, j'exclus tout propos sur les baux réels pour me concentrer sur quoi? Finalement, sur trois démembrements, deux très connus, le troisième un peu moins: usufruit, usage, habitation, et bien évidemment, droit réel de jouissance spéciale. Alors l'usufruit, bon, il est connu, j'irai vite. On a l'usufruit classique avec l'ensemble des inconvénients qu'il présente. Bien sûr, on peut pallier les rapports locatifs par une occupation par usufruit sur le long terme, avec cette réserve que l'on est toujours confronté à un risque d'abus de jouissance, puisqu'on doit respecter la substance telle qu'imprimée par le nu propriétaire. Il faut également se poser la question des travaux d'amélioration qui sont nécessairement contraints dans une optique d'usufruit, et puis il y a la durée. Évidemment, on ne peut pas transmettre un droit d'usufruit, même si, dans une formule promue par Proudhon, par Duranton, dès le 19e siècle, on a commencé à vouloir différer le retour sur la tête du nu propriétaire de l'usufruit, avec les usufruits successifs qui nous ont permis finalement de pouvoir transmettre l'usufruit à des usufruitiers seconds, tiers, etc., à condition que quoi, et c'était encore une limite, à condition que ces usufruitiers en second survivent au décès du premier usufruitier, ce qui était évidemment ce qui est toujours une contrainte. Alors, est-ce que l'usufruit a vraiment fait florès en termes de substitut au rapport locatif? Il y a eu une tentative à Paris dans les années 2000 où on a vu fleurir un certain nombre d'agences immobilières qui s'étaient spécialisées dans la vente exclusive d'usufruit, pour la simple et bonne raison que le prix au mètre carré à Paris étant tellement délirant que finalement on réduit les coûts d'acquisition en ne cédant qu'un usufruit. Bon, il n'y a pas eu véritablement beaucoup de ventes qui se sont faites, mais enfin c'était une formule qui, à un moment donné, a été proposée. Sur l'usage et l'habitation, je resterai je serai encore plus courte que pour l'usufruit, puisque là, on le sait, c'est un usage personnel, il est évidemment limité par le temps et il est en fait restreint au cercle familial. Je passe vite. Reste le droit réel de jouissance spéciale, dont on sait depuis la saga Maison de la Poésie que l'on peut donc attribuer un droit spécifique, un droit extrêmement spécialisé, créé par convention, permettant un usage, je dirais, du sur-mesure pour un titulaire de droit, sous quelques conditions. Il ne faut évidemment pas singer les droits réels de jouissance nommés. Il faut ensuite évidemment soit conférer une ou plusieurs utilités juridiques ou une partie du bien, mais pas la totalité du bien. Et depuis l'arrêt du 15 février 2023, on sait qu'en revanche,
on peut jouer avec le temps. Et là, ça devient intéressant parce que oui, on ne concède qu'un usage particulier ou quelques usages restreints, mais enfin, on peut se permettre d'aller au-delà de la limite de 99 ans, on peut se permettre de dépasser le caractère viager, c'est ce que nous enseigne donc l'arrêt du 15 février 2023, puisque soit la durée est fixée par la convention des parties, soit on retombe sur le droit commun, article 619-625 du Code civil, ce qui fait que bon, bah là du coup, on retombe sur le caractère viager. Donc on pourrait par exemple imaginer que l'on transfère à titre de droit réel de jouissance un temps d'occupation récurrent. On pourrait ainsi régler le sort du temps partagé et se départir de la société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, qui est un véritable poison. On pourrait également imaginer qu'il y ait un partage d'occupation entre quelqu'un qui travaillerait par exemple à Paris la semaine et qui irait dans sa résidence le week-end et qui en revanche permettrait l'occupation récurrente tous les week-ends à quelqu'un d'autre. On pourrait imaginer, donc ça c'était le partage finalement dans le temps de l'attribut juridique, on pourrait imaginer un partage d'attributs matériels. Je n'ai plus l'usage de ma piscine, ou alors je n'en ai l'usage que le soir parce que la journée je travaille et je commence à vendre des tranches de temps de natation, voire des couloirs de nage. Bref, on peut véritablement démultiplier à titre réel. Et l'intérêt, c'est qu'on a un droit réel. Donc, on peut éventuellement le louer, mais on peut surtout le transmettre le temps durant. Et donc, du coup, mon idée de capitalisation, de valorisation du bien est évidemment extrêmement mise en avant. Alors évidemment, on peut multiplier à l'envi les titulaires du droit réel d'usage spécial et on peut finalement s'approcher petitement, tout doucement de la perpétuité. Attention, même si évidemment, encore une fois, le droit réel de jouissance spéciale ne peut pas être perpétuel, mais enfin, la doctrine moderne s'accorde à dire que plus le droit réel de jouissance spéciale est spécial, le couloir de nage, moins les droits du nu propriétaire sont entamés, et donc plus le droit réel de jouissance spéciale peut durer. Et donc, du coup, on peut avoir comme ça un éventail d'usages que l'on pourrait monétiser, que l'on pourrait vendre à titre de droit réel. C'est évidemment extrêmement intéressant. On peut moduler l'usage. Encore une fois, ça peut être une solution pour du temps partagé, pour être un substitut aux baux de location meublée touristique saisonnier. Bien. L'inconvénient, alors on a là un cabinet d'avocats qui vient par exemple de déposer une formule pour l'implantation par exemple de panneaux solaires qui s'appelle le Dressol, implantation de panneaux solaires sur un volume dans un ensemble immobilier complexe, et donc du coup vous avez à titre de droit réel de jouissance spéciale, donc il n'y a pas simplement un usage, ça peut être aussi une jouissance qui peut être attribuée à titre de droit réel de jouissance spéciale. Alors, il y a quand même plusieurs inconvénients. Il faut donc laisser une utilité présente au futur au nu propriétaire, puis c'est nécessairement limité dans le temps. Alors du coup, dans mon monde idéal, dans mon hétérotopie, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement des formules qui me permettaient d'échapper à cette obligation de recomposition? Ah bah oui, et dans ce cas-là, ça oblige à recomposer le droit de propriété, autrement dit, d'envisager les triturations par démantèlement du droit de propriété. Alors lorsqu'on se plonge dans la littérature, Littré nous explique qu'est-ce que démanteler. Démanteler, c'est l'action de détruire une structure. Et de manière figurée, c'est la destruction pour l'utilisation à un autre usage que celui qui était prévu initialement. Du coup, ça nous pousse vers une autre conception du droit de propriété. Et quand je vous disais de renverser la table, vous voyez, j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère. Moi, je renverse totalement. Bon. Donc, il faut nous obliger à aller vers une autre conception du droit de propriété vis-à-vis du triptyque classique usus abusus fructus. Il faut donc déconstruire le système. Alors, comment déconstruire? Il y a deux facteurs, et j'en ai déjà parlé. Les deux facteurs qui nous aident à la déconstruction, c'est on a vu qu'avec le droit réel de jouissance spéciale, on peut déjà démultiplier la transmission d'usage, et là c'est déjà un premier indice. Deuxième indice, les pratiques circulaires et collaboratives qui ont préparé les esprits à se départir de la définition du droit de propriété classique. Autrement dit, il faut considérer que la valeur d'usage est désormais aussi importante, voire plus importante, que la valeur d'acquisition. Autrement dit, dans une présentation renouvelée, contemporaine, moderne du droit de propriété, il faut considérer que ce droit de propriété est moins défini
par le droit de disposer que par le rapport de partage que le propriétaire va instaurer, va encadrer avec d'autres tiers. Ce qui nous pousse en réalité à avoir des montages où l'on va proposer une myriade de droits de propriété. Myriade de droits de propriété, ça nous oblige à sortir donc de ce cadre de la propriété individuelle pour aller vers des droits de propriété qui seraient en quelque sorte partagés en commun avec plusieurs titulaires. Alors on connaît ça avec l'indivision classique, effectivement, on peut imaginer que l'on attribue une indivision avec des droits de jouissance croisés, droit de jouissance croisée 815-9, où finalement, voilà, on est en indivision propriété de vacances, et qui va prendre le mois d'août, alors en plus en période tournante, on peut s'amuser, qui va prendre le mois d'août, qui va prendre le mois de décembre, et allons-y, et on tourne dans autant d'indivisaires qu'il y a de personnes, etc. Bon, ok, oui, sauf que l'indivision, il y a toujours le droit au partage, donc c'est toujours un poison, et puis il faut avoir le même type de droit, la même nature de droit. Et donc, c'est toujours un petit peu embêtant, parce que moi, dans mon idée, c'est d'attribuer autant de droits de propriété qu'il y a d'usage, ou de jouissance, ou de droit de disposer. Alors, comment faire ? Alors oui, il y a les indivisions forcées et perpétuelles, mais là encore, on a exactement les mêmes droits, donc on n'y est pas. Si véritablement on veut déstructurer complètement le droit de propriété, alors on va aller du côté d'un modèle de droit que l'on trouve aux États-Unis et qui vient d'être évoqué en matière de biens environnementaux et qui a été plus ou moins abordé dans le Congrès des notaires de France de 2024. Il s'agit en réalité du concept de propriété en faisceau. Concept de propriété en faisceau qui, comme un peu un muscle, qui est composé de différentes fibres, va en réalité accorder autant de droits de propriété qu'il y a d'utilité à tirer d'un bien selon, en réalité, des droits de propriété qui vont se regrouper autour de deux catégories. D'une part, des droits de propriété opérationnels, usage, jouissance, qui peuvent être également démultipliés. Alors dans la jouissance, selon les différents types de fruits, dans l'usage selon que l'on a le droit à tel accès, à tel jour, telle heure, etc. Puis il y a des droits de propriété dits de choix, qui vont plutôt s'intéresser là à la gestion, à l'aliénation, aux garanties qui pourraient grever le bien. Et là, ces droits peuvent être aussi démultipliés, peuvent être collectivement détenus, soit par les propriétaires opérationnels, soit par des tiers, un peu comme une fiducie patrimoniale, si un jour on voyait apparaître cette fameuse fiducie patrimoniale. Et donc on pourrait finalement, dans une approche renouvelée, considérer qu'il y a 4 types de propriétaires: des propriétaires pleins et entiers, des propriétaires de droits d'usage, de jouissance sans droit d'aliénation, des propriétaires qui ont uniquement le droit d'aliéner, et enfin des utilisateurs autorisés qui seraient finalement nos locataires classiques. Et dans une approche pratique, qu'est-ce que ça donnerait ? Ça donnerait un plein propriétaire qui finalement crée une communauté de propriétaires avec un ensemble donc comme ça de titulaires de droits de propriété, avec quelque sorte des sous-propriétaires, d'autres qui pourraient transférer leurs droits de propriété en les démembrant ou en les louant. C'est finalement faire écho à la fonction sociale du droit de propriété qui avait été finalement développée par Léon Dubuis et qui présente un certain intérêt économique. Et je note que le législateur est peut-être en train de s'orienter vers cette conception, en tout cas multiple ou démultipliée des droits de propriété, en tout cas des usages des immeubles, notamment par sa dernière réforme de droit de l'urbanisme, lorsque il autorise notamment le permis de construire multidestination, qui cristallise les droits à changer de destination et donc à faire varier l'usage des biens en fonction des envies, en fonction du marché, sur 20 ans. Cristallisation des droits sur 20 ans avec bonus de constructibilité. Et puis deuxième opération urbanistique qui est intéressante, c'est la possibilité donc de rendre réversibles les immeubles dans certaines zones délimitées, de les faire passer d'un usage commercial en un usage d'habitation. Et quand on parlait de la vacance, quand on parlait finalement de cette nécessité d'avoir à renouveler l'usage des biens dans une sorte d'intérêt communautaire, c'est peut-être là un point à creuser. Et pour en terminer, j'ai bien conscience que
les propos que je viens de tenir sont assez iconoclastes, mais enfin, quand on voit que les voyants sont au rouge vis-à-vis des mises en chantier, vis-à-vis de l'offre de logement, de l'offre d'occupation, la vacance, on en parlait tout à l'heure, et ce matin également, la vacance des locaux commerciaux dans les centres commerciaux, c'est peut-être quelque chose qui, à l'avenir, pourrait émerger et que, selon les mots d'Herriot, une utopie est une réalité en puissance, donc rêvons un peu. Voilà effectivement une vision, donc bien que partiellement utopique finalement, puisqu'elle a des fondements donc, tout à fait solides, permet d'inverser l'approche classique qui est celle de la matière, puisque vous partez du marché pour arriver à des propositions de solutions, alors que classiquement, la doctrine française a plutôt tendance à partir du cadre juridique existant pour, de manière assez lointaine, s'intéresser au marché. Donc, merci pour cette présentation riche de propositions. Je ne sais pas si le législateur va nous entendre, mais donc, il y a une pluralité de pistes donc, à évoquer. Alors, dans la continuité de vos propos, nous allons revenir sur ces modèles d'ores et déjà actés par le législateur, que sont les baux réels solidaires, avec l'œil de deux praticiens, donc Delphine Crosset, qui gère tous ces baux réels solidaires pour la SDH, et Maître Novelle, qui a eu l'occasion de s'attacher à une époque qui était celle donc, du début de la pratique des baux réels solidaires, à la rédaction de ces actes, qui n'était pas une mince affaire, puisque finalement la loi laisse quand même, et vous allez nous en parler, je suppose, une liberté rédactionnelle assez importante en la matière. Vous avez la parole. Je ne sais pas dans quelle heure vous dites. Je ne sais pas s'il faut. Il n'y a pas besoin. C'est bon. Oui, merci Frédéric. Nous allons répondre à cette question en essayant de comprendre en quoi le bail réel solidaire, BRS, par son régime juridique spécifique, peut constituer une réponse efficace et adaptée à cette situation de pénurie de locaux dont nous parlons depuis ce matin. Ce contrat spécial a précisément été créé pour développer une offre nouvelle de logement à prix modéré, et c'est une création qui a été faite à l'initiative des bailleurs sociaux et du notariat, et c'est probablement la raison pour laquelle vous nous avez demandé de faire ce duo aujourd'hui, et finalement de venir vous dire si notre enfant, à la veille de ses 10 ans, se porte bien. Alors, il s'agit d'un contrat de bail de longue durée, ce BRS, 18 à 99 ans, qui a été créé donc par l'ordonnance du 20 juillet 2016, codifié aux articles 255-1 à 255-19 du Code de la construction et de l'habitation, ces modalités d'application étant fixées par décret du 10 mai 2017 et plus récemment par un dernier décret du 16 juillet 2024. Nous pouvons définir ce bail réel solidaire comme un contrat par lequel un organisme de foncier solidaire, OFS, propriétaire d'un immeuble, en conserve la propriété, mais le grève d'un droit réel spécifique en vue de la location ou de l'accession de logements, et depuis ce décret de 2024, une ouverture également aux locaux d'accession. Alors, c'est vrai qu'on va limiter nos développements plutôt sur les BRS logements, dans la mesure où on n'a pas encore, évidemment, un recul très important sur la création du BRS activité. Ce contrat s'inscrit dans la politique d'accession sociale à la propriété et de développement d'un parc pérenne de logements pour des ménages modestes, et surtout à la suite de techniques juridiques qui étaient bien connues et éprouvées, visant à dissocier de manière économique le foncier et le bâti. Je veux parler évidemment des baux à construction, baux amphithéotiques, le Brilot, et le BRS finalement tente d'effacer les inconvénients et les imperfections de ces différents contrats qui ont assez peu permis finalement de répondre à cette demande de logement. En raison de sa dimension sociale, il est naturellement réservé à un public spécifique, devant répondre à des critères d'éligibilité, plafonnement notamment des revenus.
Le contrat doit également répondre à des règles de plafonnement de loyer et de prix. Il peut être consenti directement à un locataire, un preneur, on va dire plutôt, un preneur occupant, ce qui n'est pas la solution d'ailleurs la plus fréquente en pratique. Il s'agit plus souvent et plus fréquemment donc d'un bail consenti à un opérateur qui va construire ou rénover des logements et ensuite va s'engager à les vendre ou à les mettre lui-même en location. Les droits du preneur qui ont donné la nature des droits du preneur qui a donné lieu à pas mal de débats doctrinaires est une nature de droits réels immobiliers spéciaux. Il ne s'agit ni d'un simple droit personnel pour le preneur, ni d'un véritable droit de propriété en raison du caractère temporaire de ces droits et du caractère également fortement encadré dans l'usage et la cessibilité de ces droits comme nous allons l'évoquer. Les occupants finalement ne sont ni tout à fait des locataires, ni tout à fait des propriétaires. Alors notre intervention et l'objet de notre intervention ne consistera pas à vous rappeler et vous exposer de façon exhaustive et détaillée le régime juridique du BRS que la plupart d'entre vous devez connaître. Il s'agit plutôt de mettre en exergue effectivement les espaces de liberté contractuelle qui sont laissés par les textes, les sujets sur lesquels nous avons à réfléchir dans la rédaction de ces contrats, et puis préalablement à cet aspect, à ces pratiques, Delphine Trosset va nous communiquer des éléments statistiques sur le BRS qui seront déjà un premier élément de réponse à la question qui nous est posée. Tout d'abord, merci à Madame la professeure Frédérique Coët. Merci beaucoup pour me laisser de l'espace de parole. Alors, moi, je voulais juste vous commencer par une petite histoire. En octobre 2019, je rentre dans le bureau de ma directrice générale, donc, qui est directrice générale de la SDH, c'est 23 000 logements en gestion. Donc, moi, je m'occupe de la vente et du syndic et je lui ai dit, écoute, là, il va falloir qu'on crée un organisme foncier solidaire. Il y a un nouveau mode d'accession, c'est le bail réel solidaire. Et moi, j'y crois. L'allocation-accession, le PSLA, l'accession sociale, on n'arrive plus à construire. On n'est que sur des secteurs qui ne sont pas attractifs pour nos accédants. Et le bail réel solidaire, il va nous permettre de construire des logements et de vendre des logements sur des secteurs très attractifs, et de permettre à des gens qui ont des revenus modérés d'accéder à la propriété sur des communes comme Mélan, Montbonneau, enfin voilà, des zones A ou B1. Ça va changer un petit peu notre regard sur la propriété. On va avoir des gens qui sont très négatifs sur le sujet, mais tu vas voir, ça va bien se passer, et ce dispositif, je suis sûre qu'il a de l'avenir. Elle m'a dit oui, vas-y. Je lui ai dit bon, on va changer quelques statuts. Ça va changer les choses. Il va falloir quand même, parce qu'on part de rien. Il n'y avait pas de modèle pour déposer l'agrément à l'époque. Les contrats, je pense qu'on est à la 30e version de contrat de réservation. Aujourd'hui, maintenant c'est un peu plus stabilisé. Mais fais-moi confiance et on va répondre à notre objectif de favoriser le parcours résidentiel dans les communes, y compris aux zones tendues. Alors aujourd'hui, le dispositif, un petit mot sur le panorama national du BRS, c'est des chiffres à fin 2024. Les chiffres de 2025, nous les aurons la semaine prochaine. Aujourd'hui, le BRS connaît une croissance exponentielle. On entend beaucoup parler les médias. L'Observatoire du foncier solidaire France a dressé un bilan sans ambiguïté. 3700 logements en BRS livrés en décembre 2024. Représentant un doublement en un an, et plus de 20 000 logements en cours de commercialisation. C'est assez énorme. On a 188 agréments d'organismes fonciers solidaires dans toute la France, ce qui fait beaucoup. Et principalement, la production, elle est concentrée sur les zones A plus, A bis, 58% des projets, et également sur les zones B1. Donc on est vraiment sur l'objectif du BRS, rendre l'accession à la propriété possible sur les zones très tendues ou tendues. Dans les régions leaders, on a l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors il y a l'Île-de-France aussi, mais en Auvergne-Rhône-Alpes, on a vraiment pris le lead. On a énormément, alors je ne sais plus, je crois qu'on est plus de 15 OFS en Rhône-Alpes agréés.
85% des bails réels solidaires sont dans des communes SRU. 80% de logements collectifs, avec une montée en puissance des types 3. Donc on était beaucoup sur les types 2, et aujourd'hui on commence à faire plus de grands logements sur les logements en bail réel solidaire. Je voulais aussi revenir sur la typologie des organismes fonciers solidaires. Qui porte le BRS en France? Alors, c'est pas réservé qu'aux bailleurs sociaux. Donc, moi, je porte, en tant que bailleur social, un organisme foncier solidaire. Il y a 2 grandes familles. La première, on a 62 organismes fonciers solidaires qui sont créés spécifiquement pour faire du BRS. On a des SIC, comme la Foncière Solidaire du Grand Lyon, des associations, des GIP, des EPFL, et on a la deuxième famille, donc c'est les organismes HLM. On est 116 organismes HLM à être agréés depuis la loi Elan de 2018, et c'est vraiment, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui a propulsé le bail réel solidaire lorsque les bailleurs sociaux ont commencé à être organismes fonciers solidaires. L'autre gros déclencheur du bail réel solidaire, c'est quand la loi SRU avant 2019, le BRS n'existait que sur le papier, enfin à peu près, et la loi Elan intègre les logements BRS dans le quota des 25% de logements sociaux. Et là, ça a commencé à réellement intéresser les collectivités, en disant, là, il faut jouer le jeu, notamment les communes déficitaires. On va faire du bail RS en masse pour permettre de ne pas payer des indemnités. Donc, on a eu un vrai... ça a été le vrai déclencheur du BRS. Par contre, je rappelle que le BRS est classé en accession sociale et ne remplace pas le locatif plus PLAI. Dans les communes déficitaires, il contribue bien sûr au quota, mais ne remplace pas la production locative. Par contre, le vrai déclencheur et ce qui fait notamment son succès depuis 2019, au-delà de la décote du prix pour les acquéreurs, c'est vraiment l'intégration dans le quota SRU, puisque là, les communes, il y a très peu de communes qui aujourd'hui sont contre le BRS. On va rentrer dans les thématiques. Merci Delphine. Alors, on va évoquer effectivement la rédaction de ces contrats spécifiques. D'un point de vue juridique, donc le BRS est régi, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, essentiellement par les dispositions du Code de la construction et de l'habitation, qui sont pour l'essentiel d'ordre public. Il faut quand même rappeler ce point en préambule. Mais c'est vrai qu'en travaillant notre intervention et par rapport à ce qui a pu être dit et le thème de notre sujet de l'après-midi, l'équilibre finalement entre l'ordre public et la liberté contractuelle, à l'inverse peut-être des autres situations locatives qui ont pu être évoquées dans la journée, je pense que l'ordre public du BRS participe à son succès. On verra pourquoi probablement, mais je ne suis pas certain qu'ici il faille considérer que ces dispositions d'ordre public soient plutôt un frein ou une gêne à son développement. Deuxièmement, dans la rédaction des contrats, nous devons évidemment être attentifs au fait que ce contrat est soumis au droit commun des contrats. Et ça a été évoqué ce matin également, comme ce sont souvent des contrats qui sont conclus entre des professionnels et des non-professionnels, il faut toujours avoir en tête le respect des obligations d'information précontractuelle, de bonne foi dans la négociation des clauses du contrat, d'équilibre des prestations et des conditions contractuelles, et également, et on verra que ça peut être un frein dans notre liberté évidemment, le contrôle, ce contrat est soumis au contrôle des clauses éventuellement qualifiées d'abusives, ce qui limitera notamment la liberté sur des questions de pénalité ou de sanctions en cas d'inexécution des obligations du contrat. Alors, d'autant plus aussi, ça a été évoqué,
on n'est quand même pas loin sur les contrats de BRS, de contrats d'adhésion, parce qu'on parle de liberté contractuelle, mais c'est vrai que ce sont les OFS finalement qui ont la main sur la rédaction des contrats, et les preneurs ont finalement assez peu de liberté d'imposer leurs conditions. C'est un petit peu pour eux à prendre ou à laisser. Alors dans ce contexte un peu contraint, il s'agit d'identifier les marges de liberté rédactionnelle qui subsistent encore, et nous avons choisi d'évoquer certaines clauses en les regroupant par thème. On va pas tout évoquer, on n'en a pas le temps, mais on va s'attacher à parler de la destination des biens, la durée du bail, la redevance, et deux points encore très importants, les conditions de transmission du droit réel et les conditions dans lesquelles sont sanctionnées les inexécutions aux obligations contractuelles. Peut-être avant de rentrer dans le détail, on peut aussi dire que c'est un régime, même s'il a 10 ans, qui est quand même assez récent. Et finalement, en préparant notre intervention, j'ai regardé s'il y avait de la jurisprudence. Je n'en ai pas trouvé, sauf erreur de ma part, ou enfin en tous les cas il y en a très peu, et donc c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de recul sur la portée et l'efficacité des clauses dont nous allons parler, même si on prend la précaution, les précautions a priori minimales pour éviter qu'elles ne puissent être sanctionnées. Alors, sur le premier thème de la destination des biens qui font l'objet du bail, le BRS doit obligatoirement porter sur des logements destinés, pendant toute la durée du bail, à être occupés à titre de résidence principale par le titulaire du droit réel ou son locataire. Cette affectation donc résulte directement de l'article 255-1 du Code de la construction et de l'habitation, et elle relève de l'ordre public spécial du BRS. Les parties ne peuvent donc pas y déroger. Impossibilité, par exemple, de prévoir un usage principal de résidence secondaire sur tout ou partie des droits réels. Depuis le 1er janvier 2025, cette obligation est renforcée par une nouvelle obligation réglementaire. Le preneur ne doit pas être propriétaire d'un logement qui est adapté à ses besoins et qui pourrait constituer sa résidence principale. Il ne doit pas non plus être propriétaire d'un logement qu'il loue et qui lui procurerait des revenus suffisants pour lui permettre finalement de se loger dans le parc locatif privé. Donc alors attendez, pardon, je retrouve dans le détail, destination, voilà, excusez-moi. Alors, dans ce cadre, le contrat peut d'abord se poser la question, le contrat peut peut-être définir ce qu'est la résidence principale, puisque on s'est aperçu que finalement, dans le cadre spécifique du BRS, bien entendu, les textes ne définissent pas ce que nous devons entendre par résidence principale. Alors, ce sujet ne semble pas perturber ou agiter la doctrine. Pour autant, il nous semble que la question pourrait porter lieu à contestation ou à litige sur les conditions d'occupation du logement, notamment si le preneur à bail laissait des périodes assez importantes pendant lesquelles il n'occuperait pas le logement à titre de résidence principale. Pour ce faire, il nous semble prudent de retenir contractuellement la définition de l'article 2 de la loi de 89, puisque finalement on a des définitions de ce qu'est la résidence principale dans plusieurs domaines législatifs, la fiscalité, les baux d'habitation. Ça paraît ici raisonnable, encore une fois, de retenir cette définition qui, je vous le rappelle, prévoit que le logement doit être occupé plus de 8 mois par an par le titulaire. Alors, ça laisse quand même 4 mois où on peut faire autre chose, ce qui est beaucoup, et il est probable que contractuellement, les OFS vont finalement exiger une condition d'occupation qui sera même plus élevée et plus importante que 8 mois par an. Le contrat peut définir de façon détaillée la destination principale du logement, bien sûr, mais également une autorisation encadrée d'usage mixte, notamment on pense aux activités professionnelles qui peuvent être exercées et qui sont compatibles avec un usage de logement, des activités qui peuvent être exercées à domicile par exemple.
Point évidemment fondamental, le contrat peut indiquer si le preneur aura la faculté de louer ou non. Et donc, ici, il y a un point d'attention particulier, puisque dans le silence du contrat, les textes prévoient que la faculté de louer est possible. Donc, c'est plutôt si on souhaite interdire la location qu'il faut le prévoir dans le contrat. Le contrat devra également autoriser ou encadrer certaines hypothèses de sous-location, par exemple des locations temporaires pendant une mutation professionnelle ou des locations de courte durée de type touristique, comme on l'a évoqué, pendant les vacances, les propres vacances finalement du titulaire du droit réel. Sur ce sujet de l'occupation et de l'affectation à la résidence principale, nous avons une grande liberté contractuelle également pour préciser les procédures de contrôle de cette affectation à titre de résidence principale, c'est-à-dire prévoir la périodicité à laquelle les contrôles pourront être effectués, les justificatifs que le preneur devra fournir et éventuellement même réserver à l'OFS un droit d'accès au logement. Voilà sur ces questions. Alors, à chaque fois, ce que l'on va faire, je vais rappeler un petit peu ce qu'il est possible de faire, pas faire, et Delphine Trosset va nous dire un petit peu quelle est la pratique qui en est faite par les OFS. Alors, sur la pratique de la majorité des OFS aujourd'hui, et c'est un grand sujet et un gros mot de parler de sous-location, on interdit la sous-location dans les contrats, notamment la location de courte durée de type touristique. L'Union sociale pour l'habitat recommande d'ailleurs aux organismes français solidaires d'interdire toute mise en location pendant les 15 premières années de l'opération. Nous, à titre personnel, on autorise la location, mais sous certaines conditions, conditions de mutation professionnelle, de maladie, de problématiques de vie. Et aujourd'hui, sur la vérification, on fait une vérification, et ça c'est tous les OFS, une vérification annuelle de résidence principale via l'invit d'imposition, une déclaration sur l'honneur. Nous, on a eu 2 cas. Un cas de location pour Airbnb, suite à dénonciation d'un voisin. Voilà. Donc, on a demandé expressément à la personne qui travaillait en agence immobilière d'arrêter de mettre son logement en Airbnb. Donc, on lui a fait un courrier dupliqué aussi d'un courrier d'avocat. Donc, elle a arrêté. Donc, aujourd'hui, on fait un contrôle sur le Bon Coin et sur les plateformes des sites d'annonces assez régulier dès qu'on livre une opération neuve ou quand on vend de l'ancien, pour vérifier que nos biens ne sont pas mis en Airbnb. Et après, on a eu le cas d'une location d'un preneur à bail qui ne nous avait pas demandé l'autorisation, puisque ce qu'on spécifie dans notre contrat, c'est que pour toute mise en location, on souhaite donner notre autorisation. Elle ne nous a pas demandé notre autorisation. Son locataire génère des troubles de voisinage dans la copropriété. Et du coup, on est en train de demander une expulsion du locataire parce qu'il ne paye pas en plus ses charges et une résiliation du bail réel solidaire. Donc on commence à avoir des cas, on est à 300 logements livrés en BRS, on commence à avoir des cas de location. Donc on est à une extrême vigilance, on ne pourra pas tout vérifier, il y aura des cas de location. Mais en tout cas, on essaye de mettre des contrôles en place. Alors, sur la durée du bail, je rappelle les points fondamentaux de ce régime juridique. Donc, une durée du bail qui est fixée entre 18 et 99 ans. Le principe d'impossibilité de prévoir une résiliation unilatérale de la part du bailleur, en dehors de certaines exceptions que nous évoquerons. Et également le principe d'absence d'une tacite reconduction de ce contrat. Les constructions reviennent à l'expiration du bail la propriété de l'OFS, contre indemnisation. Et spécificité majeure du contrat en ce qui concerne sa durée, à chaque cession, transmission, donation, succession, la durée du BRS est prorogée
de plein droit afin que le nouveau titulaire du BRS bénéficie d'une durée d'un bail qui est équivalente à la durée du bail initial. C'est ce qu'on appelle le mécanisme du rechargement, qui est tout à fait innovant ici. Les droits réels BRS conservent ainsi une valeur stable dans le temps, contrairement aux droits réels qui sont issus des autres baux réels, notamment le bail réel immobilier, le BRILO, dont la valeur décroît à mesure que l'on approche du terme du bail. Alors la liberté rédactionnelle concernant la durée, elle est déjà sur la détermination de la durée elle-même, puisqu'on a quand même une fourchette qui est très, très large. Entre 18 et 99 ans, la détermination de la durée est libre, donc on est loin des autres régimes de location dont on a parlé ce matin, dont la durée est très souvent imposée, donc il y a une liberté de durée très large. En revanche, en ce qui concerne le principe du rechargement, l'emploi de la formule de plein droit dans le texte et la finalité du dispositif conduisent à considérer que le principe de la prorogation de la durée en cas de mutation ne peut pas être modifié contractuellement. Sur les pratiques de la durée sont très hétérogènes. On a 46% des BRS livrés au niveau national qui s'orientent vers un bail de 99 ans. Pourquoi cette durée? Parce que ça facilite le financement bancaire, notamment avec les prêts Gaïa. Le BRS, on doit prendre un financement. On peut le financer sur fonds propres, mais sur les financements bancaires, plus la durée est longue, plus c'est facile pour un OFS d'avoir un financement bancaire. Nous, on a une durée de 50 ans pour les BRS, un choix délibérément plus court. Elle reste pleinement dans la fourchette légale, on a parlé de 18 à 99 ans, et elle répond surtout à une logique de territoire. Pour nous, elle permet de réévaluer plus régulièrement les conditions du bail et de l'adapter aux évolutions du marché. Et surtout, dans 50 ans, et en plus ils sont rechargés, je ne serai plus là, mais au moins il y a un terme, et à ce terme-là, on a un peu étudié avec certains avocats, et on pourrait, l'organisme foncier solidaire, donc le bailleur, pourrait reprendre ce logement pour le remettre éventuellement dans son parc locatif. Donc c'est une durée volontairement plus courte. S'agissant de la question de la redevance du bail, le preneur du BRS doit s'acquitter d'une redevance au profit de l'organisme de foncier solidaire, donc c'est souvent ce qui correspond à la location du sol, finalement. La détermination du montant de la redevance est entièrement libre. Ce montant doit simplement tenir compte de 3 critères qui sont dans les textes: les conditions d'acquisition du patrimoine par l'OFS. Deuxièmement, les conditions financières et techniques de réalisation de l'opération de construction. Et troisièmement, les conditions d'occupation des logements objets du BRS. Le contrat peut donc librement définir non seulement le montant de la redevance, mais sa structure également, déterminer s'il y a une part qui va être fixe, s'il y a une part qui va être indexée, variable, ou si la totalité va être indexée, tant que l'indexation répond aux règles impératives du Code monétaire et financier, c'est-à-dire que l'indice de révision choisi soit en rapport avec l'objet du contrat. Grande liberté rédactionnelle également sur les modalités de paiement, périodicité des paiements, est-ce que ça va être mensuel, annuel, sur les moyens de paiement, les délais, les pénalités de retard, dans la mesure où elles restent raisonnables et proportionnées. On reverra également ce point tout à l'heure. Finalement, les seules limites sont l'interdiction de permettre au preneur de se libérer de la redevance en délaissant l'immeuble. Là, le Code de la construction d'habitation impose que le preneur ne puisse ni se libérer de la redevance, ni se soustraire aux conditions du bail en abandonnant le bien. Et puis, évidemment, on a cette exigence de respecter l'équilibre du contrat, des stipulations financières qui seraient manifestement disproportionnées ou peu transparentes pourraient être qualifiées de clauses abusives en droit de la consommation. Déséquilibre significatif, opacité, notamment.
Les écarts de redevance entre OFS sont réellement considérables. Alors, on passe de 1 euro par mois à 3,56 € en moyenne. Pourquoi? Et la moyenne nationale, elle est à 1,12 € par mètre carré par mois. Alors, parce que aujourd'hui, on a des OFS qui sont subventionnés, qui ont des terrains gratuits, et il y en a d'autres qui doivent payer le terrain. Et par exemple, l'OFS de Paris pratique 2,50 € par mois par mètre carré. Ces disparités, elles reflètent directement le coût de l'acquisition du foncier, parce que quand on parle de dissociation du foncier et du bâti, sur un bilan, concrètement, comment ça se passe? J'ai mon prix de revient et j'ai mon amortissement foncier, c'est deux bilans complètement différents. Et du coup, on a cette redevance, elle est calculée par le coût du foncier. Par contre, le point de vigilance commun à tous les OFS, c'est que le prix de la redevance n'est soumise à aucun plafond réglementaire. Autant nos prix en bailliage solidaire, on a des plafonds de prix de vente, les acquéreurs sont sous plafond de ressources, mais on ne peut pas dépasser certains prix de vente. Autant la redevance, demain je décide de mettre 4 € par mètre carré, je peux mettre 4 € par mètre carré. La Banque des Territoires va y être attentive pour octroyer le prêt Gaïa, mais sinon personne, il y a alors au sein de Foncier Solidaire France, ce qui se dit, et c'est ce qu'on pratique, nous, on est à 1,50 € en moyenne par mètre carré de surface habitable. En fait, il faut que la redevance, elle reste modérée et maîtrisée, puisque l'acquéreur, il va bien payer son prix sur le bâti, mais aussi la redevance. Et cette redevance, effectivement, on peut l'appeler tous les mois, comme on peut l'appeler tous les trimestres, comme on peut l'appeler annuellement. Donc nous, on le pratique mensuellement. Mais on a des organismes fonciers solidaires qui ne l'appellent même pas eux-mêmes, qui la font appeler par le syndic de copropriété et qui la font appeler soit par trimestre, soit annuellement. Donc il y a vraiment des pratiques très disparates sur la redevance et il n'y a pas de législation qui l'encadre et c'est plutôt, on va dire, on essaye de se baser sur des moyennes nationales et sur des pratiques qui sont acceptables pour les acquéreurs. Merci. Donc, on va évoquer le point de la transmission des droits réels du preneur. Nous sommes dans ce régime sur un principe de transmission contrôlée par l'OFS. Et là, on peut souligner qu'il s'agit d'une différence très importante avec les autres contrats constitutifs de droits réels classiques que nous connaissons, puisque dans ces contrats, amphithéotiques, bail et construction, la libre cessibilité des droits du preneur fait partie de la nature même du contrat, et si le contrat empêchait le preneur de céder librement ses droits, ce serait, vous le savez, un motif de requalification du contrat. Ici, on a cette cessibilité contrôlée qui est organisée, qui est sous le contrôle de l'OFS. Par ailleurs, en cas de mutation à titre onéreux, et ça vient d'être évoqué, le prix de vente des droits réels immobiliers est limité à leur valeur initiale d'achat, actualisé donc en fonction des modalités définies par le décret en Conseil d'État. Et donc là, c'est le cœur du dispositif anti-spéculatif du BRS, puisque les bénéficiaires du BRS ne peuvent pas réaliser plus-value très importantes à l'occasion de la cession de leurs droits. Les règles de plafonnement sont donc d'ordre public. En revanche, donc, les conditions du contrat peuvent déterminer les conditions d'évaluation et de calcul du prix de cession des droits réels dans le respect de ces plafonds. On a notamment le choix, à nouveau, la liberté du choix de l'indice de revalorisation du prix d'acquisition. Et on a surtout la liberté de déterminer les travaux dont le coût pourrait être ajouté au prix d'acquisition, et puis également beaucoup de liberté pour rédiger toutes les clauses de procédure à l'occasion de la transmission, les clauses de contrôle par l'OFS, les délais dans lesquels il va pouvoir exercer notamment son droit de préemption à l'occasion également d'une cession, puisque là, on voit à nouveau qu'on a une atteinte, qu'on n'est pas sur un vrai droit de propriété, dans la mesure où on a ces plafonnements de prix de cession et le droit de préemption de l'OFS qui peut s'exercer à chaque session. J'accélère. C'est ça, on est un peu... Et c'est... C'est bon.
Bon, on va faire le cours. Allez, on finit. Allez, J'évoque. Pour terminer, on va conclure. les clauses. Ah bah non, on va passer à la conclusion. Allez, concluons. C'est bien. On est vraiment... Allez, concluons. Donc, en conclusion, et pour répondre à la question posée, le BRS, une réponse à la pénurie de locaux d'habitation? Oui, en partie. En tout cas, c'est ma propre réponse. Le BRS est conçu comme un outil de production de logements supplémentaires à destination de ménages à des revenus maîtrisés. Il y a quand même eu la hausse des plafonds de ressources, ça concerne 85% de la population, et dans les faits, on voit que notre clientèle, aujourd'hui, c'est plutôt des cadres plus. Voilà, alors on reste sur l'accession sociale du parcours résidentiel du locataire pas social, mais on a quand même une montée de nos acquéreurs au niveau de leurs revenus. Le BRS, il permet de rendre finançables des opérations, je l'ai dit tout à l'heure, dans des zones à forte pression foncière, et de proposer un prix de sortie très attractif. On a une pérennisation de l'accessibilité financière, donc le BRS il sécurise l'accession sociale dans la durée et avec le rechargement du bail à chaque session et avec les clauses antispéculatives. Pour les ménages, cela se traduit par un prix d'entrée réduit, 30 à 50% moins cher que le parc privé, une visibilité sur la valeur de revente et une stabilité des loyers ou des charges globales. Maintenant, la limite du dispositif, il y en a quelques-unes, mais en tout cas il y en a une, c'est la limite économique pour les organismes fonciers solidaires. On a vu, c'est 188 organismes fonciers solidaires agréés. Aujourd'hui, il faut qu'on prédéfinisse le coût de sortie et ça peut créer des impasses économiques pour les OFS. Alors quand c'est intégré à nos structures d'organismes HLM, on les porte, donc elles sont portées soit par fonds propres, soit autres, mais les organismes fonciers solidaires, ils doivent équilibrer les opérations et supporter la charge d'acquérir et de conserver le foncier. Et notamment, le vrai questionnement aujourd'hui, c'est la question des impayés sur les redevances, puisque le montage économique du bail solidaire, il est quand même conçu sur le paiement de la redevance. Et il faut voir dans le temps si on ne va pas faire face à une évolution des impayés sur la redevance, puisqu'une fois que les acquéreurs payent le prêt, plus les charges, il reste la redevance à payer et il y a un vrai sujet. Il y a aussi le sujet de la revente, mais en tout cas, pour les limites actuelles, c'est le fonctionnement et la pérennité des organismes fonciers solidaires qui sont extrêmement nombreux. Juste moi deux remarques sur éventuellement les limites au développement du dispositif. La première, c'est que c'est d'abord un contrat qui est quand même un contrat sophistiqué. C'est pas un contrat qui est simple. Donc ça peut freiner sa diffusion et son développement auprès d'opérateurs qui peuvent ne pas forcément bien l'appréhender, le comprendre, des collectivités locales, des opérateurs de la promotion immobilière, des financeurs également qui peuvent être un peu gênés par cette nouvelle formule d'accession à la propriété, on va quand même l'appeler comme ça. Ça demande aussi un effort pédagogique important de notre part vis-à-vis des preneurs, des particuliers, parce que déjà expliquer à quelqu'un qu'il n'est pas propriétaire, qu'il n'est pas locataire, qu'il a un droit réel, c'est pas toujours simple. Donc c'est un débat qui parfois dépasse un peu nos clients, mais malgré tout c'est quand même important de ne pas perdre ce point de vue. Et puis sur un plan, je dirais économique, bon c'est un dispositif qui vise quand même, on l'a dit, des ménages modestes avec des conditions de ressources. Donc ça ne traite finalement qu'une partie de la demande de logement. Donc il y a des ménages qui sont un peu plus aisés, qui sont exclus du dispositif alors qu'ils peuvent pas non plus accéder au marché libre. Donc là il y a une petite problématique à ce niveau-là. Et puis donc je crois qu'il faut dire que le BRS est un maillon du parcours résidentiel qu'il faut que nos concitoyens puissent avoir davantage qu'un remède unique et définitif à toute forme de pénurie. Voilà. Merci. Merci infiniment pour cette présentation d'un sujet technique qui effectivement est un élément
éléments de réponse à la question de la pénurie des logements. Alors, vous n'avez pas eu le temps, et je le regrette, d'aller vers les BRSA, donc les baux réels solidaires d'activité, qui semblent vouloir également se développer avec quand même un succès beaucoup plus relatif. Oui, c'est en émergence. Réellement, il y a Lyon qui a fait une première tentative qui est arrivée. Et moi, je tente sur un projet sur Ebin, mais on est vraiment, enfin voilà, c'est la législation, on avance, c'est vraiment les démarrages, ouais, tout à fait. Mais on a bien compris que cet outil était effectivement tout à fait particulier, mais qu'il laissait quand même une souplesse intéressante, permettant d'aménager le régime en fonction des particularités régionales, mais également de ces fameuses OFS, qui peut être un exemple, donc rejoignant cette question de trituration du droit de propriété, puisqu'on a ici quelqu'un qui va accéder à une propriété avec des guillemets quand même assez conséquents, qui n'en est pas réellement nul, mais c'est un modèle qui peut inspirer le législateur au-delà donc du secteur social, pour justement, et c'est une idée qui est ressortie à plusieurs reprises dans cette journée, proposer non pas un modèle des baux immobiliers spéciaux, mais des modèles adaptés donc, aux différents publics et aux différents contextes.